Euh, donc, on va passer au premier talk, finalement. Donc, on a le plaisir de recevoir Marie-Maude Roy. Marie-Maude a fait son bac à l'UDM et a décidé ensuite d'entreprendre une maîtrise qu'elle a elle-même conçue, si on veut. Donc, elle n'a pas pris le parcours habituel. Elle a décidé de se monter un propre programme de maîtrise qui jumelle ses deux passions, deux de ses passions, disons, la physique et la communication. Donc, elle a elle-même contacté des professeurs pour créer finalement son projet. Et c'est beaucoup de ces idées là, qui sont émergées de ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Donc, elle fait sa maîtrise avec Normand Mousseau en physique et Alexandra Kaminska. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la présentation et les représentations en physique. Donc, je n'ai pas le titre, mais voilà. À toi, Marie-Maude. Est-ce que... Là, tu es mute. Ça ne sera pas bien long. Mute. Excusez, problème technique. OK, est-ce que vous recevez mon écran? Ton écran, oui, mais pas la présentation en ce moment. Bon, évidemment. Ça ne sera pas très long, je vais faire ça. Présenter. Évidemment, tout lâche au moment où c'est le temps de présenter. C'est prêt. OK. Donc là, est-ce que vous recevez la présentation? Oui, c'est parfait ça. OK, excellent. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'images scientifiques avec un angle qui est probablement assez différent de ce que vous pourriez avoir rencontré jusqu'à maintenant en physique. L'objectif, c'est surtout de vous donner un petit aperçu de ce qui peut être fait en termes d'analyse d'images scientifiques. Je vais vous parler un peu de ma recherche aussi à terme. Donc, cette présentation va se faire en deux temps. En premier lieu, je vais aborder les raisons pour lesquelles on étudie les images scientifiques et plus généralement les productions scientifiques. Je vais poser très brièvement le contexte des études scientifiques et proposer quelques définitions. Je vais ensuite passer à des exemples de recherche pour rendre ça un peu plus concret. Je vais notamment parler des atlas, des micrographies en matière condensée, puis finalement d'images de manuels de physique. En physique, comme dans les sciences naturelles en général, on n'est pas très porté à s'interroger sur ce qui se fait en dehors de notre discipline, et en particulier dans les sciences sociales et humaines. Par contre, le contraire, c'est faux. Vous allez probablement pas reconnaître aucun visage sur cette slide, alors que ces chercheurs-là, ils ont toutes et tous contribué à la compréhension du fonctionnement des sciences. Un fun fact, il y en a même 3 là-dedans qui sont même physiciens. Les disciplines ou les branches de disciplines qui offrent un regard critique sur les sciences, elles sont nombreuses. On va les appeler ici des études des sciences, juste pour simplifier. Historiquement, disons dans les premières initiatives sur le sujet, il y a la philosophie des sciences qui a proposé de comprendre les sciences comme des ensembles cohérents de connaissances. Puis, ils ont proposé également qu'il fallait clarifier les différents types de raisonnements qui permettent de générer ces connaissances-là. Dans un ordre d'idée qui est peut-être un peu plus humble, il y a l'approche historique qui permet de prendre un certain recul pour contextualiser les savoirs scientifiques. Un peu plus tard, en sociologie des sciences, il y a les études de laboratoire qui ont permis de comprendre, par exemple, comment les faits scientifiques sont en fait des résultats de consensus sociaux. Encore un peu plus tard, les différentes situations de communication dans lesquelles se déploient les savoirs scientifiques,
comme par exemple dans le cadre d'une publication scientifique ou d'une conférence, ça a été analysé avec les outils de la communication. Pour faire une histoire simple et courte, le paradigme actuel dans les études des sciences, c'est que c'est réducteur de penser les sciences comme des ensembles de connaissances statiques, indépendants de leur contexte socio-historique, puis qu'on a plutôt tout à gagner de les comprendre comme des pratiques complexes de production de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? S'attarder aux pratiques scientifiques. Pour répondre à ça, on peut diviser en 3 axes de recherche les secteurs d'intérêt. Donc, on peut s'intéresser aux dynamiques sociales au sein des groupes scientifiques, interroger par exemple le processus de validation par les pairs, celui de la reconnaissance des contributions, par exemple, avec le prix Nobel. On peut s'intéresser aussi un peu plus directement aux productions, mais évidemment dans leur contexte. On va regarder, par exemple, les images scientifiques, ce qui va être le sujet par la suite. Mais on pourrait regarder aussi les instruments de mesure, puis la façon dont ils vont participer à la production des savoirs. Finalement, on peut aussi étudier les chercheurs directement, puis se questionner sur l'image qu'ils vont projeter dans la société, puis faire des parallèles entre sciences et société dans ce cas-ci. En pratique, tout ça, c'est étroitement lié. Puis une étude qui va prendre comme point de départ un processus de validation par les pairs à l'analyse, ça peut nous amener aussi bien à parler de l'éthique du scientifique, par exemple. Avant de poursuivre, je vais juste faire 2 petites définitions pour clarifier la suite de la présentation. Donc, d'abord, quand je mentionne discours, c'est un sens qui est beaucoup plus large que celui de discours verbal. Donc, ça inclut les images, mais ça inclut aussi toutes les autres formes d'inscription et de communication. Dans leur ensemble, les représentations scientifiques vont construire ce qu'on peut appeler les discours des sciences sur le monde. Ensuite, l'image, même en communication, c'est pas si évident à définir. Puis, pour les besoins de cette conférence, on va se limiter aux images scientifiques matérielles, c'est-à-dire les représentations visuelles, analogiques ou symboliques. Passons maintenant aux exemples. Donc, la première étude dont je voulais vous parler, c'est celle des atlas scientifiques qui a été faite par Lorraine Dastin, une philosophesse des sciences, et Peter Gallison, un historien des sciences et physicien. Ils ont utilisé une approche historiographique, donc ils ont collecté, analysé des données issues d'archives. Ils ont regardé les images d'atlas, puis ils ont interrogé la façon dont elles ont été produites, disséminées et puis reçues. Un atlas, c'est quoi? C'est une collection sélective d'images qui identifie les objets de recherche les plus importants d'une discipline. Donc, ces livres-là vont enseigner aux praticiens et praticiennes ce qu'il faut observer puis comment on doit le faire. Ce qui a ressorti de cette recherche-là, c'est d'abord, sans surprise, que les images vont se présenter dans des styles qui vont évoluer au fil du temps. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces différents styles-là, eux, peuvent être associés à ce que Dastin et Gallison vont appeler différentes valeurs scientifiques. Donc, pour être plus spécifique, ils vont commencer à étudier à partir du 18e siècle, où d'abord, on essayait de dégager des formes idéales d'individus exemplaires. Donc, je vais faire ici à la première image. Donc, cette plante dessinée, ce sera une plante fictive qu'on appelle spécimen idéal et qui va être la représentante d'une famille de plantes. Donc, cette image-là réfère à la famille en étant une image type, mais elle ne va pas correspondre à aucun élément particulier de cet ensemble-là, c'est-à-dire à aucune fleur réelle, finalement. Dastin et Gallison vont appeler cette idée la vérité d'après nature. Ensuite, au 19e siècle, ce qui remarque, c'est que parallèlement à l'évolution de nouvelles technologies d'observation puis d'imagerie, il y a un nouveau standard qui apparaît, c'est la restriction des interventions puis des interprétations humaines. Donc, on va mécaniser la production des images avec des instruments. Contrairement à avant, où on idéalisait une image pour en isoler l'essentiel, puis c'était encouragé de le faire, maintenant, on refuse d'éliminer le moindre détail, même celui qui pourrait sembler le plus inutile. Ce qu'on va appeler l'objectivité mécanique. Cette manière de faire va permettre à la nature de parler d'elle-même. En tout cas, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Mais évidemment, on n'a pas répondu aux questions du cadrage. Donc, qu'est-ce qui va être étudié? Qu'est-ce qui mérite d'être photographié ou non? Quelles images on va garder et on va présenter? Finalement, au 20e siècle, il y a encore une évolution dans la façon de présenter les images. Donc, notamment avec l'apparition de nouvelles méthodes de modélisation, les scientifiques vont être invités à déployer leur capacité tacite d'experts et d'expertes pour reconnaître les structures d'intérêt sur les images qu'ils vont produire.
On conçoit alors des images qui n'ont rien à faire avec un spécimen type, comme dans le premier cas de la fleur, ou de la capture visuelle d'un objet réel, comme dans le cas du flocon ici, mais qui vont s'inscrire dans une éthique du jugement exercé. Donc, on encourage l'expert à utiliser son œil d'expert pour identifier qu'est-ce qui doit être présenté ou non. Puis Daston et Galison vont appeler cette éthique le jugement exercé. Donc, pour expliquer les différentes façons de produire les images, donc les 3 que je viens de présenter, qui sont apparues successivement dans l'histoire de la production des images scientifiques, Daston et Galison, ils vont proposer le concept de vertu épistémique. Donc, l'objectivité, ça peut être compris comme une vertu épistémique parmi d'autres qui va imprégner la pratique quotidienne de fabrication des images. Donc, une thèse importante dans le cas de ce livre qui s'appelle Objectivité, c'est que même si l'objectivité est souvent pensée comme abstraite ou intemporelle, Daston et Galison vont soutenir que ça n'a pas toujours été un idéal scientifique, puis ça n'a pas non plus toujours signifié la même chose. Donc voilà, donc une étude qui initialement portait sur les images d'Atlas va nous amener à mieux comprendre la notion d'objectivité en sciences. La prochaine étude que je vais vous présenter, c'est celle de Catherine Alamel-Raffin, donc une historienne des sciences qui s'est intéressée aux images produites dans un labo de physique des matériaux, donc un petit peu plus de contexte ici, c'est-à-dire dans le département de surface et interface de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg. Donc, les images qu'elle a étudiées, c'est des images qui ont été produites par différents types de microscopes électroniques, comme ceux à transmission, à balayage, à force atomique ou à effet tunnel. Contrairement à l'étude que je viens juste de vous présenter, la chercheure va questionner dans cette recherche la science qui est en train de se faire, donc la recherche en action, plutôt qu'un corpus qui est déjà tout composé. Elle a procédé à une étude de terrain de 6 mois, au cours desquelles elle a constitué un corpus basé sur ses observations directes qu'elle a fait sur les physiciens et physiciennes, puis aussi grâce au travail d'entrevue semi-dirigée qu'elle a accompli. Elle a combiné cette approche-là à une analyse sémiotique des images en question. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que la sémiotique visuelle, faute de temps, mais pour les besoins de la cause, on peut la penser ici comme une méthode d'analyse d'image. Donc, grâce à la sémiotique, par exemple, on peut distinguer une image qui représente de façon symbolique, comme le symbole très connu de la tombe, par exemple, ou on peut distinguer ça d'une image qui va représenter de façon indicielle, comme une image issue d'une chambre à bulles qui va représenter la trajectoire d'une particule, par exemple, de façon indicielle. Donc, grâce à la sémiotique, on peut distinguer ces différents types d'images par la façon qu'elles représentent. Ce qui est particulier avec les images analysées par Catherine Alamel-Raffin, puis vous le savez, là, dans ce cas-ci, c'est qu'elles vont rendre visibles les structures atomiques qui autrement ne pourraient pas être vues. Donc, plus généralement, l'arrivée des microscopes qui utilisent d'autres types de rayonnement que la lumière visible, bien, ça a révolutionné la façon de représenter visuellement. Avec la microscopie optique, on pouvait encore établir un lien de ressemblance entre l'objet et l'image de l'objet, mais ce n'est plus le cas. Ça peut paraître vraiment banal pour une personne experte dans le milieu, mais ça ne l'est pas épistémologiquement parce que le rapport entre la représentation et l'objet représenté, lui, il est altéré. La personne qui va prendre la micrographie, elle va se demander constamment si son image est le résultat d'un artefact de l'appareil ou si elle représente un aspect du réel, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui prend une photographie dans le visible. Catherine Alamel-Raffin s'est donc intéressée aux processus qui vont permettre à certaines images, comme celle-ci, d'acquérir le statut de preuve à partir de la phase de recherche où l'image est produite jusqu'à son insertion dans une publication. Donc, qu'est-ce qu'elle a dégagé de cette recherche-là, Catherine Alamel-Raffin? C'est que du côté de la publication, on trouve des images qui semblent évidentes pour le lecteur ou du moins pour l'auteur, ce qui ne rend pas du tout justice à la longue élaboration des échantillons qui permet de préparer l'objet d'étude pour qu'il soit analysable, puis ça ne rend pas non plus justice à la négociation constante entre ce qui est de l'artefact et ce qui est un élément significatif lors de l'analyse, sans parler du traitement de l'image. Donc, les processus qui ont engendré les images deviennent invisibles au moment de la publication. Ce n'est pas si étonnant. Puis, ce n'est pas nécessairement un problème non plus, puisqu'on comprend que c'est pour des raisons utilitaires évidentes que ça se fait, mais ça change néanmoins le rapport à l'image qu'on a avant et après la publication. Puis, son contexte argumentatif aussi est altéré. Donc, la façon de comprendre l'image avant et après la publication change. Catherine Alamel-Raffin va noter aussi qu'il n'y a pas de consensus pour la définition de l'image au sein du groupe de recherche, ni concernant leur classification.
Donc, elle va constater une grande hétérogénéité des postures adoptées par les scientifiques face au statut de leurs images. Il y en a qui vont définir l'image par la négative, par exemple, tout ce qui n'est pas du texte. D'autres vont parler plutôt de la méthode de production des images, et ça, c'est très varié. Donc, maintenant, un troisième exemple, celui de ma propre recherche. Donc, dans ma recherche, je me suis intéressée aux images qu'on retrouve dans les manuels utilisés pour former les futurs physiciens et physiciennes. J'ai composé un corpus de 323 images provenant de 8 manuels différents, ainsi que de leurs titres, puis d'une cinquantaine de passages de texte référant à ces images ou aux images en général. C'est une des choses que j'ai fait. Donc, j'ai procédé à une analyse sémiotique des images et une analyse de texte pour les titres et les passages de texte, et c'est la partie analyse du discours textuel que je vais développer un petit peu ici. Pour ce faire, j'ai interrogé le vocabulaire utilisé par les auteurs pour qualifier leurs images et attribuer des fonctions à ces images-là. Concrètement, j'ai regardé à quoi correspondent les termes chart, diagram, graph, illustration, pictureplot, etc. J'ai essayé de voir si certains types d'images pouvaient être associés à des fonctions de communication particulières. Donc, par exemple, est-ce que c'est toujours des diagrammes qui servent à prouver un argument? Est-ce que c'est toujours des images figuratives qui servent à illustrer des exemples? C'est le genre de choses que j'ai regardées. Ce que je vais présenter maintenant, c'est des observations récurrentes que j'ai faites, quelques observations récurrentes que j'ai faites, et donc des tendances dans la façon que les auteurs de manuels présentent et identifient leurs images. Donc, malgré le vaste registre de termes pour identifier les images, notamment tous les termes que je viens juste de mentionner, j'ai constaté qu'il n'y a pas de cohérence, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de système de nomenclature pour les images. Donc, il y a des redondances, comme dans l'expression schematic diagram. Il y a les termes schematically, graphically et pictorially qui sont totalement interchangeables dans tous les manuels. Je n'ai pas le temps de vous faire évidemment un inventaire exhaustif de toutes les instances de ça, mais je peux vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, dans ce titre ici, on a dans le titre que l'image est appelée successivement un plot, puis après ça, un graph. Alors que plot est habituellement réservé à des graphiques de données numériques, puis là, on a vraiment un graphique de fonctions mathématiques. Ensuite, il y a une image ici qui se retrouvait dans 2 manuels. Donc, chacune exactement la même image avec 2 titres différents. Donc, la première phrase du titre qui porte sur l'objet représenté, soit les lignes d'univers qui remplissent l'espace-temps. Puis ensuite, l'allégorie qui illustre, c'est-à-dire des pailles qui se croisent dans une grange pleine de foin, mais ça, c'est identique. Ensuite, les différents éléments visuels sont identifiés de façon identique également, mais par contre, quand c'est le temps de dire de quel type d'image il s'agit, dans un cas, on mentionne que c'est un diagramme, puis dans l'autre cas, on mentionne que c'est une carte. Donc, c'est le genre d'observation que j'ai pu faire. Aussi, puis ça, c'est important pour mon argument ensuite, c'est j'ai remarqué que certains titres vont inclure le type de représentation, donc si c'est un diagramme, si c'est une figure, peu importe, alors que d'autres, et la plupart en fait, vont présenter uniquement l'objet représenté par l'image. Donc, ça va m'aider par la suite à soutenir que le format va être dévalué dans ces manuels-là. On peut noter aussi une grande variété des fonctions pour les images, paradoxalement. On dit que les images permettent une méthode visuelle pour manipuler les concepts physiques. Donc, ça, c'est dans le texte des auteurs. Les auteurs mentionnent qu'elles sont instructives, qu'elles fournissent un dispositif mental pour se rappeler des relations d'une certaine forme ou de façon moins claire, qu'elles vont rendre évident. On trouve des fonctions qui ont aussi plus rapport avec les propriétés caractéristiques de l'image, comme par exemple, on va dire que les images illustrent une conséquence d'une théorie, que certaines images symbolisent un phénomène typique. Puis, dans un ordre un peu moins pédagogique, les auteurs vont mentionner que les images montrent ce qui est observé, elles montrent l'existence de phénomènes physiques, elles confirment la validité d'une équation ou démontrent un théorème, ou même donnent une interprétation physique. Donc, ça, c'est seulement des exemples de fonctions qu'on attribue à travers le discours textuel aux images. Dans ces cas-là que je viens de mentionner, les images, ils ne font pas qu'illustrer, elles font bien plus. Donc, finalement, ce que j'ai pu observer, c'est une certaine tension dans la façon de comprendre l'image au sein des manuels, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un certain manque de cohérence dans l'identification et la description des images. Il y a une omission fréquente
du format, donc du type d'image. Et il n'y a aussi pas de recensement, je n'ai pas mentionné, mais il n'y a pas de liste de figures, alors que c'est une pratique courante dans d'autres disciplines. Puis ça, selon moi, ça trahit une dévaluation du format de communication. Mais je vais proposer par la suite d'autres méthodes pour peut-être valider ce constat-là. Ou du moins, ce que j'en ai compris, c'est une absence de questionnement à l'égard de la modalité visuelle de représentation. En même temps, j'ai aussi constaté une diversité des fonctions pour les images et c'est de là que je parle d'une tension. Comme l'étude des manuels, c'est une étude de la science qui est faite et non en train de se faire, mais je propose de poursuivre avec une ethnographie notamment, un peu comme l'étude de laboratoire faite par Alamel Raffin pour consolider les thèses soutenues ici. Pour terminer, je voulais conclure avec un exemple d'actualité, vu qu'on n'a pas encore parlé de la COVID, donc j'en profite. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à jeter un œil à cet article-là, qui est d'ailleurs un excellent travail de vulgarisation visuelle, donc Inside the Coronavirus de Scientific American. C'est très bien fait, mais quelque chose qu'on peut tout de suite remarquer, du moins avec mon œil, qu'à aucun endroit, on explique comment sont créées les images, notamment la visualisation 3D. On n'explique pas ça. Donc, à cet effet, je vous invite aussi à jeter un œil à cet autre article qui est sorti un peu après, puis qui est écrit par l'illustratrice, illustratrice médicale spécifiquement, qui présente ce qu'on pourrait appeler le méta-art derrière les images. Puis, petite note ici, ce qui me fascine, c'est que ce deuxième article-là, qui vient contextualiser la représentation scientifique puis qui permet de mieux comprendre sa rhétorique, bien, elle n'est plus dans la section santé publique, comme le premier, mais plutôt dans la section art et culture, opinion. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une petite idée un peu plus claire de ce qui peut être fait en termes d'études des images scientifiques. Je vous invite à me poser vos questions. Merci beaucoup, Marie-Maude. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro, j'imagine. Ben, si on en a Michel. Vous m'entendez bien? Oui. Merci, Marie-Maude, pour ta présentation. Je pense qu'on est un peu, ça veut dire que les physiciens sont non disciplinés dans la façon qu'ils utilisent l'image. C'est bien. Est-ce que, je ne sais pas si à travers tes études, tu as réussi à trouver une bonne façon qu'on devrait faire les choses? Puis peut-être tu peux nous conseiller des meilleures pratiques là, pour identifier nos figures et tout. Oui, c'est une bonne question parce que d'ailleurs, j'aurais peut-être pu être un petit peu plus spécifique quant à ce commentaire-là, qu'il y a une dévaluation de l'image parce que dans le fond, je ne veux pas non plus dire que c'est, comment je dirais, je ne veux pas dire que c'est nécessairement une mauvaise chose, c'est juste une constatation que c'est ce qu'on fait. Après ça, je pense que ça serait bien de se questionner sur les modalités de représentation. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un questionnement sans avoir justement se mettre à avoir une terminologie extrêmement précise. Je pense que peut-être s'intéresser un peu à ce qui se fait en dehors, par exemple, en communication scientifique, ça nous aiderait à mieux comprendre nos images scientifiques. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est surtout au niveau de l'intérêt, je pense que si on portait un plus grand intérêt, il y aurait moyen de... C'est comme une première étape, puis après ça, on verra pour des recommandations. Quelque chose de très, très spécifique, ça serait de faire des listes de figures. OK, merci. Merci pour ta question. On a Normand, je pense, qui est en premier. Ou... Il y avait François avant moi. OK, François, donc. Oui, d'accord. Merci, merci pour la présentation. Tu as fait une affirmation au début. Vous avez fait une affirmation au début de votre présentation, Mme Roy, au sujet du fait que le savoir est un consensus. Alors, c'est un sujet sur lequel j'aime bien m'ostiner avec les sociologues. Oui. Moi, il me semble que, bon, je suis d'accord que pendant l'élaboration du savoir et tout ça, il y a une question de consensus, savoir que les choses soient définitivement prouvées et
redémontrer expérimentalement, par exemple, des choses comme ça. Oui. Mais il y a quand même une bonne partie du savoir, donc qui date d'un peu plus longtemps, qui est démontré expérimentalement et qui n'est pas un consensus. Par exemple, les lois de Kepler, là, qui ont même été retrouvées par l'intelligence artificielle en examinant simplement des données et qui aurait déterminé qu'il fallait en fait trouver un des paramètres importants était d'avoir l'angle d'une planète par rapport au Soleil et non pas par rapport à la Terre pour arriver à retrouver les lois. Et donc, il me semble que c'est très discutable, cette affirmation-là, que le savoir est un consensus. Je comprends qu'il y a des bonnes parties du savoir, notamment en sciences sociales, mais aussi dans certaines parties des sciences naturelles et tout ça. Mais à la fin, il y a une partie du savoir qui me semble être démontrée expérimentalement et selon la méthode scientifique. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment essayé de faire attention de dire le terme fait et non savoir scientifique, parce que dans le fond, on va parler beaucoup du fait comme quelque chose qui est un fait à une époque ne sera peut-être pas un fait à une autre époque. Donc là, c'est une question plus terminologique. Mais ce débat-là sur le réalisme ou non des savoirs scientifiques, si c'est des constructions sociales ou pas, ça s'intègre dans une énorme discussion qui est un débat épistémologique, en fait. Donc, c'est sûr que je ne vais pas répondre à ça parce que c'est aussi, oui, ça serait le sujet d'un cours au complet si ce n'est pas plus qu'un cours. Mais je pense qu'il y a moyen de faire ce genre d'études-là sans nécessairement avoir à décider ou non si effectivement c'est le cas que c'est un consensus social. Tu sais, il y a des... je pense que c'est un paradigme en sociologie, effectivement, le constructivisme social. Mais je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé de l'admettre de façon profonde pour faire l'étude. Je pense qu'on peut considérer que l'étude des productions et leur contexte est quand même pertinente pour mieux comprendre la pratique. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, merci des précisions. Éric, est-ce que tu avais une question? Oui, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. Je me demandais justement, pour rebondir là-dessus, sur la question de constructivisme versus naturalisme ou réalisme. Je me demandais si un positivisme, est-ce que le résultat de tes recherches, je ne te dirais pas justement que c'est un peu symptomatique de l'absence de questionnement en sciences par rapport à ça? Donc, le fait qu'on ne tienne pas à, disons, bien étiqueter les figures ou bien tenir compte que c'est une représentation, est-ce que ça serait une absence de culture, mettons, une absence de questionnement? Je me demandais juste, par rapport à ces sujets-là, comment est-ce que tu pourrais interpréter tes résultats de recherche? Oui, moi, c'est un peu aussi comme ça que je le voyais. Merci pour ta question, Éric. Et c'est sûr qu'en ayant le constructivisme social des connaissances, bien, ça me permet d'avoir une autre façon de voir le corpus qui, je pense, justement, étant tellement ancré dans notre positivisme en physique, on ne voit plus. Mais inversement, je ne peux pas faire l'effet inverse et je ne veux pas tout interpréter non plus comme étant les effets du constructivisme social. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est le fait justement d'avoir une perspective pluridisciplinaire qui t'amène à pouvoir comprendre le corpus de différentes façons. Puis, oui, c'est ça. Puis là, c'est sûr que c'est un petit peu, ça semble un peu relativiste, ce que je viens de dire, là, qu'on peut comprendre d'une façon ou d'une autre. Là. Et c'est aussi pour ça que je propose dans ma recherche d'utiliser d'autres méthodologies supplémentaires pour essayer de consolider ou non ce que j'ai remarqué dans ma recherche. Donc, peut-être en posant les questions directement, en faisant une étude de laboratoire ou une ethnographie, il y aurait moyen de voir est-ce que, oui, vraiment, c'est dans la culture du département de ne pas vouloir voir le format comme quelque chose d'important dans la transmission des connaissances. OK, merci. On va finir avec Normand. Donc.
Marie-Maude, ben, félicitations pour la présentation. Deux questions. La première, c'est quoi l'image que tu as mise sur cette diapo-là? Cette première diapo-là? Sur la diapo principale de ta présentation. Et deuxièmement, est-ce que l'utilisation des mots, graphes et autres est liée à l'objectif de la figure ou de la représentation dans le manuel? Parce que des fois, il y a des objectifs différents. Ça peut être une démonstration, ça peut être une explication et tout. Est-ce que tu voyais quand même une relation à un autre niveau? Oui, donc ça, je l'ai regardé. Puis malheureusement, à cause de ce manque de cohérence dans la nomenclature, c'était très difficile de pouvoir faire des ponts. Parce que même très souvent, on omettait complètement le type de représentation. Fait qu'à ce moment-là, c'est difficile de dire « Ah, toutes les images de type diagramme servent à cette fonction-là ». Ce que j'ai constaté à travers l'étude des 8 manuels, c'est plutôt un flou à ce niveau-là. Puis, c'est ça, le constat général. Puis l'image que j'ai mis là, c'est une image qui est tirée de la recherche de Catherine Alamel-Raffin. Donc, c'était une image de microscope à effet tunnel. Puis, je la trouve jolie, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est pas... en fait, je réponds, c'est une question rhétorique parce que vous savez très bien c'est quoi l'image. Mais j'imagine. Mais c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une image qui est dans le visible, mais en effet, la structure de ça, elle n'est pas dans le visible. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant de ces images-là, de matière condensée. Merci. Merci beaucoup, Marie-Maude. Merci pour vos questions. Donc, on va continuer. Ben, are you there? Yes, okay. Merci beaucoup, Marie-Maude et tout le monde. Let's try again for what will now be Simon's, so it's my great pleasure to reintroduce Simon Bernier for what will now be his second talk, hopefully with some better audio fidelity. So as before, during the introduction, please feel free to raise your hand or type a question to the chat and I'll moderate that. And after the introduction, Simon has asked that we keep questions till the end. Take it away, Simon. All right, so if it gets choppy, I have the phone right beside me, so let me know right away. So I was going to talk about today, let's just see. Talk about quantum field theory and curved space. And I went quickly over this before. Basically, I'm going to talk about a scalar quantum field theory described by a certain Lagrangian that we know and love for anyone that has taken quantum field theory. Okay, and we can get the dynamics of the system using a variational principle, and we define an inner product on this space. Okay. This scalar field has mode expansion solutions and a vacuum given by this quantity here. So basically, every single lowering operator will annihilate this this vacuum. Okay, and so this picture, this figure is meant to convey not information but laughter. So if we can tie it back to what was before, maybe it's not the appropriate way of talking about a vacuum in quantum field theory, but I thought it might be funny. Okay, so so what happens when our space-time is curved? So I think without going into really deep detail, the one thing that can happen is that our quantum field theory can couple to our curved space-time. In the following, it won't. So I'm setting this psi to 0, which is what is called a minimally coupled theory. And the rest of the sort of the explanation is just doing the same as we did before. We're doing a variational principle in this Lagrangian density, and we're getting an equation of motion. And here, this last term is going to die out. But the only thing that really changes here is instead of having the metric for a Minkowski space, so flat space-time, we're changing this by this g mu nu. And this is really how I'm going to describe in the following how my quantum field theory interacts with the curved space. It's through the action of this g mu nu in the derivatives. Okay, so
what does general relativity tell us about coordinates? Basically, I think the take-home message is that coordinate systems are irrelevant in general relativity. And so if you have a field, no matter how you expand it, so the modes you choose can be these UIs that I described before, it can be some other mode, because the coordinates are completely irrelevant. I should be able to describe, so let's say my new modes, VI, as some sort of linear combination of the other modes, the old modes. And these new modes have a different vacuum. So the picture of the vacuum changed. And the physics behind it is the same. So every single one of these lowering operators should annihilate this, this different vacuum. And I just added a little bar here just to tell you that actually it is a different vacuum. And these factors, alpha of ij and beta of ij, are what we call, in this nomenclature, Bogoliubov coefficients. And they're calculated by taking the inner product of the new modes that we're describing our field with and the old modes. And why is this important? Well, basically these alpha ij's tell you how similar, the modes V are to those modes U, and those beta are telling you how different. This is basically how I understand it. And so when you're talking about detection, so what can some sort of observer see in a curved space-time? Well, you kind of discover that the notion of particle is not very well defined. The concept of quanta is not very well defined. It is very well defined in Minkowski space, where the space-time is flat. And without going into too much details within like what a detector, an accelerating detector would see, one thing I can say is that if I try to count the number of quanta, so this n operators are A dagger A, which we know from our first class in quantum theory, but we take the expectation value of those old modes in our new sort of coordinate system, then we realize that the number of quanta is actually a sum over these beta, those Bogoliubov coefficients. Okay, so this is the end of my intro. So I wasn't interrupted so far. So I guess if you want to interrupt me going further, just please do. I'm doing very well on time. So okay, so I just wanted to maybe start with a very simple example, which will come back later as some sort of very interesting analogy in condensed matter system. And so in an expanding universe, so if we think about like an isotropically expanding universe, we can describe here in only 1 dimensions of space and 1 dimension of time, just to make this simpler to talk about. Space will be dilated by this factor A. Okay, so you can think of line elements in space going from dx to like A times dx, so stretching or compressing. And to make this look as a bit more similar to Minkowski space, we use this eta conformal time that is called, which is just dt over A. And here all my, I'm sorry I didn't mention, but like C equals to 1, H bar is 1, you know, KB is 1, everything is 1, just because it's so much easier to talk about like that. And so our line element, ds squared, looks like Minkowski space. So in Minkowski space, this would be dt squared minus dx squared. The only thing here is it's multiplied by this overall factor called the conformal scale factor. Okay, and so if we want to take a toy model of this very simple, this very simple theory of expanding space-time, I might want to have my conformal scale factor being this just sort of a tanh function. So it goes from some quantity A minus B to a quantity A plus B, or at some crossing which crosses at eta equals 0. So it's basically the t equals 0 of our space-time, if we want to think about it like that.
and it does so at a certain rate rho. Okay, so what it does, if we go back to our line element, there's no x dependence in this c of eta in our conformal scale factor, and so we can still write our modes as some sort of it's going to look like a traveling wave in some limit, but not exactly. And so that's why we, instead of having my e to the I kx minus I omega t, I'm just going to let that be represented by a chi of k, some function which obeys a simple equation of motion. So basically, I'm just rewriting my scalar field theory in terms of these modes, plugging that into my Lagrangian, doing my variational principle. This is what I get, and this is really what the kind of the expression we need to keep in mind going further into the talk. This has been solved. This problem has been solved. The solutions for these chi of k are hypergeometric functions. I don't even want to go into that, but hypergeometric functions are cool because they have linear transformation properties, and that will be useful when talking about Bogoliubov coefficients later. So the method of solution is not simple, but kind of intuitively makes sense. So we go into that in region. We solve that problem in the in region. So when our space-time looks like a scalar field with traveling waves that have like traveling wave solutions, like an approximation. And we go ahead and solve it a second time in this out region. So whenever like t equals plus infinity, when the space-time kind of has stopped expanding in this model. And then we relate the sort of the in region to the out region, and that gives us our Bogoliubov coefficients. And from before, we know that those Bogoliubov coefficients will tell us that, well, if we look at infinity, what sort of particles will be created by just an expanding space-time? This is really the question that we're asking. So this I've talked about. I don't really want to go in detail into this. This is the solution in terms of beautiful hypergeometric functions. Okay, so let's just skip ahead. So what is seen is that those Bogoliubov coefficients are given by a bunch of sinh function. The most important thing is that as a function of momentum, so k and 1d, what we see is that I'm doing like a nice color plot of this beta k, so our Bogoliubov coefficient, as a function of the rate of expansion, so this rho, and momentum. What we see is that all these low momentum modes have a very important contribution in later times. So we're creating particles of very low momentum, basically as the universe is expanding. Yeah, I think that's the take-home message from this simple example. But why am I even talking about this? Well, we've been Kartik and I talking a little bit about his old work in 2018, where he was basically he wanted to find a way of creating very low energy excitation, not low energy excitations, but like cooling down a system in its ground state, and he was looking for a way of doing that quickly that didn't necessitate like a long time, like adiabatic cooling and stuff like that. And he thought about this method where you have a massive theory, so an effective massive theory, and you're shutting down that mass at superluminal speed. So this Vs is some sort of front velocity, which is superluminal. And what it does is it leaves like a thermodynamically large portion of the domain being cold or being a very low energy in a massless theory. So you basically turn off a mass, or you can replace mass by gap in whatever I'm going to say in the following. So you have a gap system, and you close that gap into a gapless system, and in such a way that you leave only the very, very, very lowest energy modes being populated. So you're creating an effective ground state there.
Okay, and so you can do this in certain spin models. Jablonowicz also proposed doing this in electromagnetic waves with a moving plasma. And so this is what also I've been thinking in the last few months. Okay, so how do we do this? Why did I talk about an expanding universe, and why am I talking about like closing a gap right now? And so basically, if I restart from the beginning, write down a Lagrangian for my scalar field with a mass that I can move, so I can do a local quench. Okay, so I can turn off that mass locally. I get an equation of motion as is presented here, and if I say, okay, well, let's say my function f of x, which describes the location of that quench, let it be 1/2 1 plus tangent. So basically, it becomes 0 at minus because it becomes 0 at plus infinity, and it's 1 at minus infinity. So minus infinity, you get a perfect scalar field, massive scalar field, and at plus infinity, you're getting a massless scalar field. Okay, so the solutions are the same as what I showed in the first slides. Okay, so I'm just going to skip that. It's not very important. And so in the previous slides, I showed how the front moves. Okay, in terms of x minus vs of t. This is very a standard way of expressing how something will move in space and time. Well, if I do a Lorentz transformation for a certain velocity us, which is 1 over the velocity of the moving front, well, what I'm left with is a function f, which only depends on one parameter, t prime, and this is closely related to the conformal transformation we did in the first few slides of the expanding universe. And so when I came upon this the first time, I was absolutely amazed. I felt like I was sitting back in my first year of physics and looking at Newton's equation and being like, oh wow, this looks a lot like electromagnetism. Like, where does it come from? They're not even related. Why is this the case? I don't have an answer to this. I think it's just that we kind of borrowed the tools from quantum field theory and curved space in one of our problems. And so I think the take-home message here is that we should really solutions to our problems are not necessarily in our standard text. We might have to go back, grab a book from 1984, read through how quantum field theory works in this curved space to find a solution to our problems. So given this equation of motion, I already know what the answer is. It's been solved. Okay, so I can just state it. So this is so this is the solution. So these beta k's are my Bogoliubov coefficients. It's been solved. The problem is right now I'm in a co-moving frame. Remember, I did a Lorentz transformation. So if I want to transform back to the lab frame, I'm going to skip a few details, but basically what you can show is that for those low frequency modes or low momentum modes, you get basically an exponential decay of the population in those modes, and you're creating very, very low energy, so very low temperature a system. Sorry, the word is going out in my mind. But for a certain pair of particles, so sorry, yeah. So the left movers, so those whose cos is negative, okay, cos theta is negative, so they're moving in the opposite direction of the moving front. Those particles or those modes will be very, very cold, and the right movers are actually going to be hot. And this is what I showed previously. This is directly taken from Kartek's paper. And so the superluminal front leaves a cold region behind, but in between the mass and the massless theory, there's a hot region. Okay, and this is what
Kartik did back in 2018 that I'm going to be working on this summer. He noticed that the cooling is arbitrarily can be made arbitrarily close to zero as the superluminal front goes down to the speed of light from the top. So, okay, so the discussion is not the same for a subluminal moving front. So really, I'm talking about only superluminal fronts here. And it's going to be able to cool down those systems in a time that goes as the size of a system. This is significant because in an adiabatic cooling protocol, you can't cool down your system faster than the inverse of the difference of the energies of your different states. And that goes as 1 over L squared. And so the time you take to cool down your systems actually goes to as L squared. And this is only in 1 dimension. So, and so yeah, this is why it's significant. Okay, I have only about a minute left, so let me just tell you a bit what I'm going to be doing this summer. So I'll try to be thinking about this in 2D. Okay, so I've only talked about 1 dimension here, but this cosine theta can be made explicit in 2 dimensions. So the angle runs from 0 to 2 pi. And I'll be doing this using DMRG and a 2D Heisenberg spin chain. And why a Heisenberg spin chain? Well, because it's an interacting system. And if we manage to cool down our system, which is not a perfect like kind of free scalar field, it's even more powerful. We might even think about finite temperature. So having our state start in a thermal distribution instead of just the ground state of a massive system. And so yeah, I'm excited to be working on this, and that's sort of the questions I've been asking myself lately. And so thank you for your attention. I think if I can repeat myself, that really a take-home message here is that sometimes you need to look outside your own domain of research, your own niche, to find the answers to your problems. And I just hope I managed to convey the same excitement to you that I went through when I first found this, and then telling myself like, wow, this is the same physics as an expanding universe. Like, how does this make sense? This is so exciting, and I hope I managed to share this excitement with you all. Thank you. Great, thanks very much, Simon. I think we got plenty of time. Does anybody have any questions to start things off? Let's pull up the list here. Okay, then I have a couple to start. So you talked about the importance of the quench being superluminal. Yep. Is that like a literal superluminal quench, or is there some effective is there some Fermi velocity or something like that in the system? No, it's an actual superluminal quench. So yeah, it's not So you can do that without having any information actually moving faster than the speed of light. So it's the same. You got to think about, maybe you've thought about that before actually. If you point a laser to the moon and you move the laser across the surface of the moon, well, that point in time, so that x and t like trajectory actually moves faster than the speed of light, but the information actually doesn't, right? So it's the same thing we're doing here, yeah. So in a moving plasma, for example, David Cook's lab actually managed to do that, and that's how I was interested in this problem. They have some sort of like a slanted, a tilted front of light that impinges at a certain angle on a silicon slab, and it excites those electrons within the silicon at a certain velocity, which is, there's actually nothing moving faster than the speed of light, but in that system, it looks like this the quench is superluminal, but it doesn't like break special relativity. Right, very cool. And would that also be true in the spin system that you're going to be looking at, or would that? I can't remember the name of it, but I know in these systems there's this kind of effective
maximum speed of information propagation? Does it switch over to that, or is it still, it's all just speed of light? So in a Heisenberg spin chain, what you can do is actually have every site have a local magnetic field, and have each of these magnetic fields be inverted. So you have like a plus HZ minus HZ plus HZ, so just having alternating fields like that. And you can actually turn off those fields at a velocity that seems to be faster than the speed of light without anything having to do with moving at faster than the speed of light. Cool. I have another question, but I just want to give anybody else the opportunity. I see in the chat, Eric Dupuis, go ahead. Yeah, so thanks for the presentation. So coming back to the cosmology side, I was wondering if there's any program to use condensed matter systems to do experiments about ideas in cosmology. So one idea that comes to mind that is not very far from what you were talking is like bouncing cosmologies that is developed by Brandon Berger at McGill. So I just wondered if you know more about this. Yeah, well, I've been reading a little bit about this. We can think about moving mirrors. We can think about black holes in cosmology, and still like always talking about this minimally coupled theory. So just basically having a theory sitting on a curved space-time. You can definitely talk about sort of condensed matter equivalence. You can talk about sort of like the equivalent of Hawking radiation in electromagnetics. Okay, you can also do that for fluids. So you can create some sort of a Laval funnel that accelerates your air particles at a certain velocity, which is faster than the speed of sound, and you can try to record some sort of like perturbations that are look like or akin to Hawking radiation. So there are more analogies between curved spacetime and condensed matter than we can actually that I've actually talked about here. This huge book by Burrell and Davies, so this 1984, 1986, the revised version. They actually talk a lot about that. There's 8-9 chapters on curved spacetime, and you can definitely look at that and say, okay, here I can create some sort of condensed matter equivalent to a black hole, for example, and try to see, can we measure Unruh radiation? Can we recreate Hawking radiation within our simple condensed matter like tabletop experiments? Yeah. Thank you. I see David Seneschal has a question. Yes, sorry, I'm trying to activate my video. If I can. I'm lost in Zoom space here, too many windows. I'll ask my question anyway. So in Hawking radiation and also in the Unruh effect, you have a relation between this basically in and out states and the thermal radiation. There's a temperature, right, related to that. I mean, I'm just wondering if this is a general property. I mean, would you have some kind of characteristic temperature in your system that would just come from the passage between the two regions? That's a good question. I'm not sure I have an answer, a very good answer to your question, unfortunately. What I do know is that when you're talking about any sort of detector that's accelerating within a space-time, so within a curved space-time, then you will measure some sort of thermal spectrum, which has a temperature that is proportional to the acceleration that the detector is feeling. That's right. That it perceives. In Minkowski space-time, so in those in regions and out regions where the theory is actually becomes a Minkowski space, then you don't see a temperature anymore because the space-time has stopped stretching in this case. And so your detector will not measure some sort of... Yeah, okay, that's correct. I think that's the correct answer. Yeah, should have seen that. Okay, thank you.
Thanks, David. If any other questions? Okay, then I'll ask one more. Yeah. So you had mentioned a bit about these experiments in Dave Cook's lab. So you already kind of answered my question, but are there any other, is that sort of the main platform that you have in mind for this kind of experiment, or are there other places where you could do this? You mentioned in the Heisenberg chain, is there a material you might be able to do that with? I haven't asked myself that question yet, Okay. unfortunately. I've really only thought about this in the applications that Dave Cook's labs is doing. Dave Cook is raising his hand, so he might have more answers on that than I do. Yeah, Dave, feel free. Hi, Simon. How are you? Good overview. Yeah. So with regard to David's question, so people do talk about a temperature associated with these sorts of Unruh radiations, but it's called a diamond temperature. I think it's the term that if you do a search, you'll find some literature on this. But yeah, so we're basically looking at an electromagnetic sort of form of this sort of experiment, but you can do it in many systems. It's completely applicable across many different platforms. In fact, I just sent you a paper, Simon. Sorry. So one of the applications of interacting light with a gapped system and then having it close, this was sort of thought about a long time ago by Giannopoulos, who's the same author who wrote the photonic crystal book. And so he imagined at the time that you could have a photonic crystal gap structure moving faster than the speed of light. And so there's all sorts of literature thinking back, many years ago about interactions with superluminal fronts. But they're all over the place in terms of the particular experiment that they have in mind. So I think that's all I want to say. Thank you. Great, thanks. Okay, if we don't have any further questions, then I guess we may as well call it now. So thanks again, Simon. Thanks again, Mary Maud, for a couple of great talks, and we'll see you all next week. Thank you.